Donc, Avec grand voici le webinaire, le second webinaire alimentation durable organisé par la FDN et Nestlé NutriPro qui débute. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue pour ces 2 prochaines heures à passer ensemble. Merci de votre présence. Aujourd'hui, comment faire évoluer les comportements alimentaires chez les individus pour favoriser la transition alimentaire? Donc, nous poursuivons par rapport à notre premier webinaire que vous avez sans doute tous suivi avec attention. Donc, il est, je rappelle qu'il est vraiment très, très important aujourd'hui. Cette question de l'alimentation durable est fondamentale pour nous, diététiciens. Donc, notre société connaît une période de bouleversement majeur et qui occasionne des remises en question de nos modes de vie globalement et au quotidien. Et certains choix qui s'imposent à nous, nous allons en parler, et d'autres que les individus peuvent choisir ou parfois même qu'ils réclament. Et puis, notre alimentation, eh bien justement, elle est au cœur de ces remises en question. Et elle est au cœur quotidiennement de ces remises en question. Et beaucoup d'individus se posent un nombre important de questions. Comme on avait pu le voir lors du premier webinaire, notamment avec la présentation fort intéressante de Nicole Darmon, on a bien vu que l'alimentation, elle est au cœur d'une multiplicité de questionnements. Elle met en jeu l'agriculture, le politique, notre rapport au vivant, au territoire, à l'économie, à la santé. Et les individus, eh bien, par rapport à tout ça, ils ont un besoin fondamental d'être guidés et d'être accompagnés. Les individus, les décideurs aussi, et d'avoir des choix éclairés pour arbitrer et pour s'orienter. Alors, on a les chercheurs que l'on invite aujourd'hui au précédent webinaire et qu'on va continuer à inviter, qui sont là pour guider. Mais voilà, nous sommes convaincus également que les diététiciens ont un rôle majeur à prendre à l'avenir dans cet accompagnement de la population. Et il faut que chacun en ait bien conscience. Et grâce à cette collaboration, AFDN et Nestlé NutriPro, nous vous proposons de pouvoir vous former justement à ces grandes questions, car il ne s'agit pas uniquement aujourd'hui d'être spécialiste de la nutrition, ce que vous êtes tous, effectivement, mais la difficulté, c'est de pouvoir effectivement prendre en compte toutes les dimensions et de pouvoir les arbitrer et les coordonner pour donner les bons moyens de choix aux individus. Donc, vous avez vu avec Nicole Darmon qu'il y avait la durabilité qui était au centre d'une dimension nutritionnelle, mais la dimension culturelle est importante, la dimension économique et la dimension, bien sûr, environnementale. Donc, au travers de tous nos webinaires, nous allons vous donner les outils, les connaissances pour pouvoir vous accompagner les personnes dans tout cet arbitrage. Donc, nous avons aujourd'hui ce second webinaire que vous pouvez revoir le premier sur le site de la FDN et également sur le site de Nestlé NutriPro, ce qui vous permet effectivement de reprendre le temps de revoir toute cette multitude d'informations, car nos webinaires sont effectivement bien denses. Mais c'est un grand plaisir, je pense, pour nous tous d'avoir toutes ces sources d'informations et c'est indispensable. Sans plus attendre, je vais laisser la place à nos conférenciers du jour. Alors, pour le plan de notre webinaire pour aujourd'hui, on a une première partie plutôt théorique avec tout d'abord Pascal Ebel, donc, qui est une sommité en termes de connaissance de l'évolution des consommations alimentaires des consommateurs en France depuis maintenant une vingtaine d'années. Donc, on a vraiment cette chance d'avoir Pascal Ebel qui va nous éclairer sur notre avenir et tout ce contexte justement à prendre en compte, toutes les contraintes qui s'imposent à l'individu et ses aspirations. Donc, ouvrez grand vos oreilles. Donc, Pascal Ebel, elle est directrice associée de la société d'études Seaways. Vous pouvez suivre leurs travaux passionnants. Ensuite, nous aurons Marie-Laure Moore, qui est enseignante-chercheur en sciences
du comportement et en marketing social, et qui est également maître de conférence à l'université Paris-Est Créteil, qui nous parlera de comment favoriser la transition alimentaire, mais en s'appuyant sur les sciences comportementales. Vous verrez tous les outils que les sciences comportementales peuvent nous apporter. Et puis une partie pratique, parce que l'idée, c'est aussi de pouvoir voir ce qui se passe et voir comment chacun peut mettre en application ces théories qui sont fort intéressantes, mais il faut pouvoir se les représenter concrètement, avec un témoignage donc, de 2 diététiciens, Fabien Léger, avec le programme, qui nous présentera le programme VIF, et puis Béatrice Buteau-Sauger, qui est diététicienne restauration collective à la mairie de Nantes, et qui est également membre de la commission restauration collective au sein de l'AFDN. Donc, je laisse la parole tout de suite, sans plus attendre, à Pascal Ebel. Voilà, il faut mettre votre micro, Pascal. Merci beaucoup. Et je vais couper le mien. Voilà. Parfait. Tu as la main, il n'y a pas de souci? Parfait. Ouais. Merci beaucoup, Emmanuel. Donc, en effet, ce que je vais essayer de vous apporter comme élément ce matin, c'est de vous montrer un petit peu comment ont évolué les pratiques de consommation et quels sont les facteurs de changement. Alors oui, je veux bien la main pour passer les diapos. Donc, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est qu'on a en effet 2 grands types de facteurs de changement qu'on peut essayer de décrire. C'est à la fois les facteurs individuels, les facteurs du consommateur, mais aussi évidemment tout ce qui est extérieur au consommateur, donc l'environnement qui va agir, à la fois toute la partie réglementation, et comme vous le savez, on a depuis 2-3 années des réglementations qui nous viennent de l'Europe qui sont de plus en plus drastiques, et c'est ce qui finalement conditionne beaucoup les changements en termes de durabilité sur tous les comportements de consommation. Bien sûr, ce qui va être l'éducation et les facteurs d'offres qui comprennent toute la partie arbitrage des consommateurs en termes économiques, mais évidemment aussi en termes de temps. Dans ce qui apparaît le plus fortement, c'est le contexte réglementaire, et notamment au niveau de la France, on a mis en place le concept du One Health, c'est-à-dire qu'on veut avoir une approche systémique de ce qui peut agir sur le comportement du consommateur, à la fois pour permettre à une santé pour chacun, mais aussi la santé de la planète et la santé des animaux. C'est ce concept-là, le One Health. Et dans ce qui a pu être mis en évidence, notamment dans un groupe de travail que j'ai animé pour le Conseil national de l'alimentation, c'est qu'il y a 2 grands types de comportements qui se mettent en place. Vous savez que le consommateur, sur la partie durabilité, agit pour à peine un quart de l'impact carbone, mais ça pèse quand même. Et sur ce 25% de l'impact carbone, il y a 2 types de comportements qui sont mis en place de la part des consommateurs, et c'est là-dessus qu'on peut les aider à aller encore plus loin. Il y a soit agir sur, quand je choisis un aliment, je vais choisir un aliment qui est plus durable, donc sur toutes ses facettes, les modes de production, comment il est emballé, etc. Et la deuxième chose, c'est le consommateur, et ça, en termes de diététicien, vous le voyez très fortement. Moi qui observe les régimes alimentaires depuis une vingtaine d'années, je n'ai jamais vu les régimes alimentaires évoluer aussi rapidement. Et c'est bien là qu'il y a des choses qui se jouent dans un contexte actuel qui est de l'inflation. Donc, sur les grands facteurs, les voici. Et enfin, dans ce que je vais essayer de vous montrer, c'est un petit peu ces accélérations des changements qui se font en ce moment autour de 5 grandes tendances. Il y a vraiment le rapport entre l'alimentation et la santé, et ça vous concerne en particulier, qui s'est renforcé avec le Covid. On a bien sûr toute la partie consommation active et qui est plus engagée, qui se met en place avec des changements très importants sur les modes de distribution. On ne va plus du tout au même endroit pour faire ses courses. Et on a ces choix d'aller vers la proximité, à la fois quand on va dans les magasins, parce qu'on sait qu'on achète de la production locale. Donc, c'est aujourd'hui toujours en cours. On a bien sûr d'autres tendances qui sont très liées à des changements structurels liés au Covid, qui sont le télétravail, qui s'est évidemment mis en place et qui change complètement à la fois les territoires et les modes de vie, donc le snacking qui se développe, et d'autres facteurs beaucoup plus de long terme, le vieillissement de la population. Évidemment, ça vous a pas échappé, le Covid
à multiplier par 3 la progression du digital, donc qui permettent de comparer, notamment de mieux connaître les choses. Donc sur la connaissance, l'éducation, ça agit de façon très forte. Et puis enfin, le changement majeur qui, en termes d'impact carbone, joue le plus, c'est évidemment le rééquilibrage végétal-animal. Voilà un petit peu ce que je vais essayer de vous montrer. Donc le premier point, un petit peu théorique, c'est bien définir quels sont les facteurs au point de vue du consommateur. Donc, il y a bien la partie biologique, physiologique que vous connaissez, les facteurs neurophysiologiques, sans oublier bien sûr le facteur du goût, hein, qui est primordial dans la culture française, autour du plaisir, mais évidemment les interactions aussi psychologiques entre les uns et les autres, donc, qui vont vers des normes sociales qui bougent beaucoup. Il y a beaucoup de travaux en sociologie qui ont mis en évidence des facteurs liés à des catégories de population qui sont les hauts capital culturel. Donc, il faut bien comprendre que c'est évidemment une guerre, un petit peu de distinction qui se met en place autour de l'alimentation durable. Donc, ces populations-là, donc hauts capital culturel, les plus diplômés, vont agir dans ce sens avec des petits gestes. Ils sont assez acquis à la cause, ils ne font pas forcément les gestes qui ont le plus d'impact, hein, puisqu'ils maintiennent des niveaux de consommation importants. Et dans l'environnement, on va évidemment avoir aussi le vieillissement de la population et les évolutions qui sont complètement liées à l'âge, hein, que ce soit dans la partie de possibilité de choisir, mais sur aussi, bien sûr, des évolutions physiologiques de goût qui évoluent, la possibilité des besoins nutritionnels qui augmentent sur les protéines, etc. Donc ça fait bouger les choses. Et puis, ce qui a été amplifié par le Covid, c'est ce qu'on appelle les ruptures biographiques. C'est-à-dire que quand vous avez envie de faire des choses, un individu va les faire quand il a dans sa vie une rupture qui l'aide à faire ces changements. Et le Covid a été favorable à ces ruptures biographiques pour ceux qui ont bien vécu la période de déconfinement. Et puis enfin, les facteurs liés à l'environnement alimentaire, hein, et c'est ce que je vous disais, c'est les 3/4 en fait, hein, des changements sur, en tous les cas, la partie durabilité au sens impact carbone. Et donc là, il y a évidemment en ce moment des contraintes, hein, qui sont des contraintes sur nécessairement, ils n'ont pas forcément accès à de quoi faire la cuisine, par exemple. La cuisine, c'est un petit peu un fantasme qui est un peu mis en place par ces populations de haut capital culturel à qui il faudrait faire la cuisine, hein. Il faut faire attention parce qu'en effet, ce n'est pas forcément ni plus durable, ni meilleur pour la santé, mais c'est en tous les cas une injonction qui est devenue importante, mais tout le monde n'y a pas accès. Il y a la réglementation. Dans la réglementation, dans le secteur de l'alimentation, il y a des choses qui sont très fortes, notamment sur les emballages, hein, sur la mise en place de vrac, sur sur la partie accès à l'alimentation, avec notamment les publicités, les Nutri-Score, etc., qui font changer les choses, hein. On le sait, les labels changent dans les choix de l'alimentation. Des nouveaux labels à score vont se mettre en place. Et puis, la partie connaissance, éducation, publicité, qui vont venir de tous les acteurs publics et privés. Si on regarde maintenant les facteurs un petit peu sociaux qui influencent les comportements durables, il y a bien sûr la préoccupation sur le changement climatique. Et ce qui est assez notable, c'est que quand on regarde ici la préoccupation sur le changement climatique depuis 3 ans, on voit qu'elle ne bouge pas, malgré la préoccupation montante que vous voyez ici en bleu sur l'inflation, et c'est ce qu'on observe en France. Et quand je fais le ranking sur tous les pays, sur 28 pays du monde, sur cet indicateur, qu'est-ce qui vous préoccupe le plus? Si on cite le changement climatique, la France arrive en 4e position. Elle est derrière les Pays-Bas, l'Australie et l'Allemagne. Elle a été, donc ici c'est en avril 2023, en mars 2023, on était le premier pays à se préoccuper du changement climatique. Donc tous les incidents climatiques qui sont plus ou moins récents, ont très fortement marqué les comportements des consommateurs. Et donc, face à ces préoccupations qui sont montantes, et notamment
les populations que j'ai appelées les hauts capitales culturels, hein, donc les plus diplômés, mais aussi les très jeunes, on voit des changements qui se mettent en place. Louis-Georges Solaire de l'INRAE a fait ce schéma, hein, qui permet finalement de rendre les choses assez synthétiques sur ce qui est mis en place. Donc, il y a deux types de changements. Il y a le changement que l'on voit sur le cadre droit qui va plutôt aller dans le sens d'une dépense économique plus faible, donc ce qui est important en ce moment, puisque on le sait, les dépenses alimentaires n'ont jamais autant baissé depuis un an que ce qu'on observe aujourd'hui en volume consommé. Eh bien, ce qui se met en place, c'est avant tout des substitutions entre des catégories d'aliments, c'est-à-dire que les régimes alimentaires bougent très très fortement en ce moment pour des raisons économiques, mais aussi pour ceux qui ont plus les moyens, des choix qui vont dans ce sens d'une alimentation durable. Et c'est avant tout le gaspillage alimentaire qui est réduit de façon drastique. On mange moins aussi en quantité et on va vers un rééquilibrage végétal-animal qui est plus lent que ce qu'il faudrait. Donc ça, c'est pour aller dans le sens, hein, de tous ces enjeux de climat, santé, biodiversité. Et le deuxième type de comportement qui peut, dans certains cas, amener à des dépenses plus importantes, hein, on le sait notamment sur les modes de production type bio, qui en ce moment reculent en raison de ce prix qui est plus important, eh bien, c'est qu'on va changer à l'intérieur d'un groupe d'aliments, de types d'aliments, notamment en choisissant des productions agricoles plus bénéfiques, comme le bio que je viens de citer, mais aussi, et en ce moment, il y a vraiment ces attentes-là, des produits avec moins d'emballage plastique, des produits qui sont plus bénéficiaires pour le bien-être animal, et ce qui s'est mis en place avec le Covid, vraiment d'aller chercher des produits locaux, des produits de saison et des produits circuits courts. Ce que je vais vous présenter maintenant, c'est ces changements rapides qu'on observe. Donc, si on essaye un petit peu de regarder quels sont les facteurs qui ont accéléré les changements, avant le Covid, il y avait quand même tout un tas de choses qui se passaient, et notamment déjà des exigences, hein, en termes sanitaires et éthiques étaient très présentes, avec une méfiance qui était assez forte vis-à-vis de l'industrie agroalimentaire, en raison des grandes crises sanitaires qu'on a vécues en France, hein, notamment, et puis ces préoccupations environnementaux qui étaient très présents dans une catégorie plutôt hauts capitaux culturels et chez les très jeunes, et qui ont été finalement accélérés avec le Covid par la limitation de la fréquentation de la grande distribution notamment, et des restaurants, et ces ruptures qui ont permis finalement de mettre en adéquation ce qu'on avait envie de faire et la réalité des comportements. Les crises sanitaires ont fortement modifié les modes de vie, et notamment, on va le voir, hein, la partie télétravail qui concerne une grande partie des actifs. Le deuxième facteur qui joue en ce moment, c'est l'inflation. Là, les derniers chiffres qui viennent de sortir le 15 juin 2023, on a une inflation sur l'alimentation qui est de 14,1%. Vous le voyez ici, sur la barre verte, hein, ça ralentit un petit peu. C'est pas certain que dans les négociations actuelles, ça ralentisse beaucoup avant le mois de septembre, mais il y a un petit fléchissement, mais on n'a jamais vécu une inflation alimentaire aussi élevée depuis une quarantaine d'années. Et on a toujours, sur certains ingrédients, notamment des hausses de prix qui sont énormes, hein, 52% sur le sucre, par exemple, par rapport entre avril 2023 par rapport à avril 2022, et toujours les huiles qui ont des évolutions qui sont très fortes depuis presque un an en raison de la crise en Ukraine. Et la conséquence, et ça, on n'a jamais vu ça en tant qu'économiste depuis la Seconde Guerre mondiale, hein, on a, avec cette inflation qui bondit, des volumes, ici c'est en euros constants, qui diminuent de façon drastique. On est à moins 9% depuis le début de l'année par rapport à la même période de l'année dernière, moins 4,5% sur l'année 2022 par rapport à 2019, et des ventes très fortes sur les produits sur lesquels il y a des fortes hausses des prix, comme les huiles, 23% sur le début de l'année, mais aussi des produits tout prêts, comme par exemple les raviolis, 22% sur les ventes, des produits comme les pizzas, alors ça c'est lié aux incidents sanitaires, et les produits bruts qui baissent aussi, le fromage, 5%, les légumes, les fruits, la volaille, le poisson. Donc, les Français changent de régime alimentaire
en allant vers ce qui permet de consommer, d'apporter de la satiété pour moins cher. Donc, ça va être des augmentations de produits de consommation de céréales, par exemple, mais aussi, on fait tout pour réduire sa consommation. Le facteur qui accélère beaucoup les choses, on n'a pas encore eu le temps de bien mesurer les effets, mais vous allez y être confronté avec tous les personnes que vous rencontrez, c'est évidemment la mise en place du télétravail. Le télétravail, c'est 15% de journée des actifs en ce moment, alors qu'on était à 3% avant Covid, et 15% de journée des actifs. Quand on demande à ceux qui sont en télétravail ce qu'ils font, on voit qu'il y en a la moitié qui vont faire la cuisine et qui vont manger chez eux. Il en reste quand même 20% qui vont aller encore à l'extérieur manger, mais au global, ça fait baisser les repas en restauration hors domicile. Et la deuxième chose, c'est que ça a été un petit peu étudié, mais pas suffisamment encore. Quand on est chez soi, on a tendance à moins bien manger, à prendre des pauses plus courtes et à faire beaucoup plus de snacking. Donc, ça accélère le phénomène du snacking. Parce qu'on est devant son écran et qu'on est seul et on ne mange pas avec les autres, donc on fait des repas beaucoup plus courts. La restauration hors foyer, eh bien, elle avait plutôt une dynamique très forte en 2022 et il y a eu un rattrapage par rapport à la baisse là, que vous voyez qui est phénoménale pendant le Covid, mais on sent sur la courbe en pointillé que depuis 3 mois, ça commence à ralentir et en nombre de repas, on a bien les moins 8% de repas pris à l'extérieur. Ce changement fondamental de la restauration a été très bénéfique au fast-food. Hein. C'est eux qui font de la croissance. Évidemment, les restaurants traditionnels sont en baisse en termes de nombre de repas servis. En ce qui concerne l'autre facteur majeur, c'est évidemment les migrations. Et là, ici, c'est la représentation des évolutions des inscriptions des enfants en maternelle et en élémentaire. Et vous voyez bien que sur la carte des évolutions entre 2020 et 2021, qu'il y a beaucoup plus d'accélération, de croissance, de plus de 3%, c'est les points en rouge. Alors que quand on était entre 2015 et 2019, c'était des intensités beaucoup plus faibles, hein, en un pas de temps beaucoup plus long. Et on voit qu'il y a vraiment tout ce qui est en bleu, bleu foncé qui se vide. Hein, c'est les grandes villes, notamment Paris intramuros, qui se vident. Et ce qui augmente, c'est les petites villes. Et même les zones rurales augmentent avec cette envie du vert. Et donc, c'est une réalité. Et donc, des modes, évidemment, de consommation alimentaire complètement différents si on n'est pas dans des zones très denses, et notamment la restauration qui est moins présente dans les zones moins urbaines. Il y a un autre facteur économique qu'il faut prendre en compte, c'est quand la variable alimentaire, c'est la variable d'ajustement pour une raison très simple, c'est qu'en France, on est un des pays d'Europe, là vous voyez, on est le 3e, où le poids du logement est le plus élevé et où il a le plus progressé. Donc c'est parce qu'on a des loyers qui ont des prix très forts, avec un système, je ne vais pas insister dessus, qui pénalise beaucoup, beaucoup les Français, parce qu'on a ces dépenses contraintes, on ne peut pas dépenser plus en alimentation. Et là, on le voit, l'élasticité est énorme sur le prix. En termes de comportement, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Premier changement, donc on a 72% des Français qui disent avoir changé. Et qu'est-ce qu'ils font en premier? Ils consomment moins. Et qu'est-ce que c'est consommer moins? Eh bien, ici, c'est les réponses proposées par l'INSEE, hein, c'est manger moins souvent de la viande et des petites portions, c'est-à-dire qu'on fait plus souvent des achats et on diminue les quantités. On va évidemment chercher en seconde intention des produits les moins chers. On change de magasin et on change de gamme ou on recherche des promotions. Un autre changement qui va être très flagrant, hein, c'est évidemment d'aller vers une alimentation santé beaucoup plus forte parce qu'on a pris conscience qu'on pouvait, avec un type d'alimentation plus santé, peut-être se préserver des maladies, donc des bénéfices santé très, très particuliers qui sont recherchés, beaucoup plus pointus qu'auparavant, mais avec toujours des choses qui étaient présentes, hein, tout ce qui est sans produits de chimie de synthèse, ça c'est une particularité des Français. Ils sont très, très à la recherche en raison de ces grands changements sur l'écologie, notamment de ce qui leur paraît naturel. Mais on a tout un tas de choses hein, qui sont en baisse, comme par exemple, on cherche des produits sans alcool, donc des consommations de viande qui structurellement sont en baisse. En comparaison européenne, hein, toujours, on voit ici une enquête qui a été faite en 2022 et qui a lieu tous les 5 ans, alors que les Français faisaient assez peu de liens entre alimentation et santé. Ici, c'est une question ouverte.
qu'est-ce qui, pour vous, pose quels sont les risques associés à l'alimentation? Eh bien, les Français disent en réponse ouverte, plus fréquemment que la moyenne européenne, à 24 un impact pour sa santé. Quand on regarde, toujours dans cette enquête, quels sont les risques précis dans une question fermée, eh bien, en bleu, hein, les Français vont être plus fréquemment à citer ici 51%, ce qui les inquiète toujours le plus, et ça a toujours été le cas depuis une trentaine d'années, et plus que les autres Européens, ce sont les pesticides. Dans ce qu'ils vont mettre en place, c'est aller dans des recherches, hein. Ici, c'est avec les réseaux sociaux, donc sur une population qui fréquente les réseaux sociaux. La recherche qui a beaucoup progressé, c'est des repas sains. Donc, ce qui veut dire qu'ils cherchent directement sur les moteurs de recherche, hein, des repas healthy, sains, rapides. Et ce qui a fait progresser les fast-foods qui sont connotés sains. Et sur la restauration, on voit vraiment des choses qui bougent. Ici, toujours dans une enquête, ici c'est fait par France Agrimaire, hein, sur qu'est-ce qu'on attend avant tout quand on va dans un restaurant, avant tout de l'origine locale. Donc c'est toujours présent, c'est une enquête de 2022 et du fait maison. Et quand on leur demande qu'est-ce que vous choisiriez à l'avenir comme type de produit, eh bien on voit que ce qui baisse, c'est tout ce qui est plutôt en forte croissance, hein, les produits pizza, hamburger, tout ce qui va être kebab, etc. C'est ce qu'on voudrait consommer moins et ce qu'on aimerait consommer plus. Alors, c'est déclaratif, c'est des plats végétariens, des pokeballs, tout ce qui a cette dimension santé. Une deuxième tendance de fond, c'est d'avoir envie d'aller vers des comportements qu'on appelle consommation responsable. Donc là, toujours très, très tiré par des catégories qui, par distinction, vont aller vers ces labels, hein, mais c'est des choses qui, petit à petit, vont être tirées. Les autres catégories de population, c'est d'aller vers des labels qui soient plus locaux, plus de qualité, donc les labels rouges, tous les types de labels comme le bio, qui sont toujours, en termes d'imaginaire, en tous les cas, qui sont toujours positifs et qui finalement répondent à ces inquiétudes qui ont été beaucoup plus fortes en France, hein, sur les risques sanitaires qu'ailleurs et qui font que ces labels rassurent. Une illustration de cette tendance, hein, c'est sur les réseaux sociaux, toujours quand on cherche ce que les gens vont dire sur la RSE, on voit que ça progresse beaucoup. Le dernier point, c'est mars 2023 ici. Et donc, quand on note sur 100, on est à 89 sur 100. Donc, tout ce qui est responsabilité sociale est très fort. Les termes éco-responsables, les termes écologie, le terme local. Ici, j'ai fait cette recherche sur les réseaux sociaux en avril 2023, c'est toujours à un niveau très élevé. Sur les cas pratiques de ce que font les Français, et ça a été beaucoup étudié par la recherche, hein, notamment les équipes de l'INRAE de Montpellier, c'est qu'on voit que, ici c'est dans une enquête, hein, l'enquête de l'agence bio, on a 40% de gens qui ont changé leur comportement, et le premier geste, c'est toujours vrai en 2022, même si c'est un peu baissé par rapport à 2020, donc on voit que les gestes étaient beaucoup plus forts pendant le Covid, eh bien c'est avant tout d'acheter plus de produits de saison, des produits bruts, on aurait envie de lutter contre le gaspillage et de faire du fait maison à 43%. Sur le saison, c'est une étude qui a été faite par Faustine Régnier sur la partie comment on peut caractériser les populations qui vont vers les produits de saison. Eh bien, ça se scinde en deux types finalement de leviers. Le premier levier, c'est ceux qui ont toujours été dans l'économie domestique locale, hein, les plus âgés, qui vivent avec ce qu'ils ont autour de chez eux, donc ont toujours mangé de saison, c'est les plus âgés, c'est ce que vous voyez à droite tout en haut du graphique. Et puis le deuxième levier, ce sont ces catégories qui veulent par distinction faire différemment des autres et qui vont aller vers des gestes pour l'environnement, donc par exemple manger de saison. Et quand vous voyez le profil en bas, eh bien, que ce soit pour des tomates ou pour des fraises, hein, toujours, c'est plutôt les plus âgés, hein, qui viennent de l'économie domestique, mais aussi ceux qui sont très diplômés, 45-64 ans, pour des consommations de tomates de saison. Et dans ce qui fait des freins, c'est évidemment des contraintes, hein. Il y a moins de choix, la lassitude par rapport à des types, par exemple, de légumes qui sont
un peu toujours les mêmes en saison d'hiver, par exemple, et donc on va un peu renoncer à la saison quand on a envie de diversifier. Ce qui se met en place, c'est évidemment le gaspillage. Ici, c'est avec les réseaux sociaux. Vous voyez, la progression est toujours en mars 2023, avril 2023, c'est un niveau très élevé. Les recherches qui se font autour des applications, ça cartonne, hein, Too Good To Go, mais aussi Phoenix et les paniers anti-gaspi qui sont présents dans certaines chaînes de distribution fonctionnent très bien, avec des prix beaucoup plus bas. Et ça, évidemment, explique une forte baisse de la consommation alimentaire. Et on a, qui va dans le même sens, hein, le développement d'un phénomène qui était arrivé déjà en 2008, en pleine crise économique, c'est qu'on fait maison en amenant sur le lieu de travail, on amène ce qu'on appelle une lunchbox. Et ça, c'est une pratique, hein, qui est en croissance. On voit que ici, sur les réseaux sociaux, on voit bien que ça progresse. Quand on regarde le profil, hein, c'est plutôt des catégories un peu plus classe moyenne. Et puis la dernière tendance, et je vais finir avec ça, c'est qu'il y a vraiment un changement de régime alimentaire, même si c'est pour l'instant des petites quantités, que ce soit sur le graphique de droite, la consommation de légumineuses qui est en progression, hein, on était à un niveau très bas en France. Si je regarde 2019 par rapport à 2016 dans une enquête de consommation alimentaire que j'ai faite, on est à x3 sur ces consommations de légumineuses. Et là, la question, est-ce que vous en consommez fréquemment? Vous voyez que c'est un phénomène générationnel. C'était une pratique qui était beaucoup plus forte dans les catégories modestes, mais aujourd'hui, ça progresse dans d'autres catégories de population pour des raisons de durabilité. Et enfin, à gauche, hein, si on regarde en déclaratif le fait de consommer des produits à contenu sans viande ou végétarien, on a une croissance ici entre 2018 et 2022 hein, qui est très forte. Aujourd'hui, on est à 45% et il y a 4 ans, on n'était qu'à 31%. Et encore une fois, ce sont les plus jeunes et les plus diplômés. Donc, les changements en termes sociologiques hein, se font et sont tirés par les jeunes générations qui sont les plus inquiètes du changement climatique et par les très diplômés. Et là, c'est évidemment pour des raisons de pouvoir hein, et de montrer qu'on ne fait pas comme les autres. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Pascal pour ce panorama très complet. Je pense que là, on a la réflexion bien en route. On va pouvoir enchaîner sur la deuxième partie théorique avec Marie-Laure Moore. Je vous remercie de prendre la parole, Marie-Laure. Je vous laisse tout de suite la place. Oui, bonjour, bonjour à tous. Merci beaucoup de m'avoir invité à ce webinaire. Merci Pascal, c'était passionnant. J'ai appris plein de choses grâce à vous. Alors moi, je vais prendre la suite de ce qui a été présenté. Je ne vais pas parler des tendances et des variables hein, qui expliquent les évolutions des comportements alimentaires, mais je vais essayer de présenter rapidement et simplement ce que les sciences comportementales peuvent apporter pour favoriser une transition alimentaire et en quoi on peut les intégrer à des interventions, on va dire, à destination des consommateurs, que ce soit des adultes, des enfants, enfin tous les consommateurs. Alors, voilà, merci. Alors, vous le savez, hein, il y a un certain nombre de petits trucs, qui permettent, de faciliter les changements, comportementaux alimentaires, notamment, changer l'ordre de présentation. On sait qu'en restauration collective, par exemple, on a pu montrer que changer l'ordre de présentation des plats en commençant par, exposer les crudités et les fruits, permettait d'augmenter la probabilité de choix de ces aliments par rapport à d'autres plats qui sont d'un moindre intérêt nutritionnel. On a également un autre truc qui est la taille des assiettes. Donc là, on a recours en fait à l'illusion de Delboeuf qui conduit à percevoir qu'une quantité de nourriture est plus petite si elle est placée sur un récipient grand
et vice-versa. Alors, pour inciter, par exemple, les enfants à prendre des haricots verts, il vaut mieux les placer sur une grande assiette, car ça leur donne l'impression qu'il n'y en a pas trop, pas beaucoup. Et à l'inverse, si on dispose un plat riche et calorique dans une petite assiette, on pourra réduire la quantité sans que cela ne se remarque trop. Alors, ces éléments, ce sont en fait des techniques qu'on appelle des nudges, des petits coups de pouce qui nous incitent à faire des bons choix sans qu'on s'en aperçoive. Alors, l'utilisation des nudges, elle s'est amplifiée avec la parution d'un ouvrage de Richard Thaler, économiste à l'Université de Chicago, prix Nobel d'économie en 2017, et de Cass Stein, professeur à l'Université de droit de Harvard, qui s'appelle Nudge. Alors, l'ouvrage se fonde sur des recherches en psychologie, en économie comportementale, pour défendre l'idée d'un paternalisme libéral, c'est-à-dire on va essayer d'orienter les individus et les citoyens dans la bonne direction. Cet ouvrage présente aussi des techniques qui relèvent de ce que les auteurs appellent l'architecture du choix. Donc, comment présenter et orienter les choix. Alors, les nudges ne sont pas les seules techniques pour favoriser un changement comportemental. Il y a d'autres outils, d'autres techniques qui peuvent y être mêlées pour favoriser des changements plus durables et à plus long terme. Parmi elles, on va pouvoir faire adopter donc des nouveaux comportements en ayant recours en fait à 3 grandes techniques. Une stratégie, c'est tout simplement d'expliquer par l'éducation pourquoi il est bon de changer. C'est peut-être une des raisons aussi pour lesquelles les classes culturellement et favorisées dont parlait Pascal et Belle tout à l'heure sont les premières à avoir des comportements alimentaires un petit peu différents. C'est aussi qu'il y a une information qui a été peut-être plus importante faite auprès de ces populations. Donc, il y a une partie de la population pour laquelle expliquer par l'éducation suffit à inciter et à déclencher des changements alimentaires. Après, il y a une autre partie de la population qui est plus récalcitrante. Là, ça ne va pas suffire, ça ne fonctionnera pas et là, il faudra carrément plus les obliger à changer, quelquefois par la contrainte, par la loi, par la réglementation. Mais en fait, pour une grande partie des consommateurs, il faut surtout aider à changer, accompagner en rendant plus simple, plus facile, plus agréable les nouveaux comportements. Et là, on peut avoir recours à ce qu'on appelle le marketing social. Vous voyez, c'est la grande partie du milieu. Alors, ce petit schéma, il vient en fait de l'université de Washington, où des chercheurs en sciences politiques accompagnent en fait des décideurs au niveau de l'action publique, voilà, pour leur montrer quel est en fait le panel de possibilités qui est à leur disposition pour inciter les citoyens à adopter de nouveaux comportements. Alors, le marketing social a vu le jour dans les années 1970 aux États-Unis et il cherche en fait à développer et à intégrer des concepts du marketing classique avec d'autres approches pour influencer les comportements des individus et des communautés dans le but d'accroître leur bien-être, tout comme celui de la société. Donc, il s'agit d'utiliser l'efficacité en fait du marketing commercial dans sa méthodologie et ses techniques, mais sur des causes sociales. Et donc, ça va s'appliquer notamment dans le domaine de la prévention santé, de la citoyenneté, de l'environnement, de la lutte contre les discriminations, etc. Alors, le marketing social, ça implique de comprendre certains mécanismes, notamment ceux de la résistance, résistance au changement, résistance à la persuasion. Il faut se souvenir que certains éléments de communication peuvent être à l'origine de l'échec de certaines campagnes qui vont obtenir les effets inverses en fait à ceux qu'elles visaient. Donc étudier pourquoi et comment se crée la résistance au changement et à la persuasion, ça peut permettre d'éviter la reproduction d'erreurs coûteuses. Bien souvent, faut se rendre compte que on a de très bonnes raisons
de résister au changement. Et donc comprendre ces raisons, ça va permettre quelquefois de les désactiver et de comprendre voilà, comment faire pour contourner ces motifs de résistance. Alors en marketing commercial, l'étude des marchés et leur compréhension sont centrales. Alors on va adopter en fait la même approche en marketing social. On va étudier les populations concernées en ayant recours à des outils classiques, les études exploratoires, les études qualitatives et quantitatives, l'analyse statistique. Et tous ces éléments vont permettre d'identifier ce qu'on appelle des insights, c'est-à-dire des situations vécues par les gens et sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer pour créer un changement de comportement de manière plus facile et plus attrayante. Alors, les sciences comportementales ont acquis leur lettre de noblesse dans les années 2000 avec 2 prix Nobel qui sont venus couronner des travaux qui étaient effectués depuis les années 70. Aujourd'hui, la plupart des gouvernements et des ministères intègrent des équipes spécialisées dans les sciences comportementales pour concevoir des politiques et des mesures d'action publique plus efficaces et plus adaptées. Et tous ceux qui travaillent c'est allé un peu vite. Tous ceux qui travaillent en fait, dans ce domaine ont fréquemment recours, à certaines théories, celles qui sont listées à droite, à la fois comme grille d'analyse pour comprendre des comportements et aussi, comme des modèles, pour conduire, des changements. Alors parmi ces modèles, il y en a un qui est actuellement très, connu et utilisé, c'est le modèle COM-BI, qui présente en fait les comportements comme étant la résultante d'interactions entre 3 catégories de variables qui sont les capacités d'une part, les opportunités d'autre part offertes par l'environnement et la motivation individuelle. Alors, en utilisant ce modèle, on va pouvoir augmenter la probabilité d'adopter un nouveau comportement si on joue sur chacun de ces 3 groupes de variables. Par exemple, on pourra chercher à augmenter les capacités individuelles en construisant le sentiment d'auto-efficacité. L'auto-efficacité, c'est la croyance qu'a un individu en sa capacité de réaliser une tâche. Et plus grand est ce sentiment d'auto-efficacité, plus élevé sont les objectifs qu'il va s'imposer et plus grand sera l'engagement dans leur poursuite. Alors, la théorie de l'auto-efficacité, elle a été élaborée par un psychologue canadien qui s'appelle Albert Bandura dans le cadre théorique plus large de la théorie sociale cognitive. L'auto-efficacité, on va pouvoir la nourrir, la faire croître en agissant par exemple sur la maîtrise personnelle. C'est la principale source d'ailleurs d'auto-efficacité. Les succès construisent une solide croyance de l'efficacité personnelle. On va aussi pouvoir s'appuyer sur l'apprentissage social ou l'apprentissage vicariant. Et pour évaluer ses capacités, l'individu va tirer des conclusions de l'observation des actions réalisées par d'autres personnes. Et plus ces personnes lui ressemblent, sont proches de lui, plus il va considérer que si eux y arrivent, lui y arrivera aussi et ça va nourrir donc son sentiment d'auto-efficacité. On va aussi pouvoir construire l'auto-efficacité par la persuasion par autrui. Une personne, quand elle est confrontée à des difficultés, va être particulièrement sensible à la confiance exprimée par des tiers pour progresser dans un comportement et donc ça viendra construire encore une fois l'auto-efficacité. Et puis enfin, on sait que l'état physiologique et émotionnel des individus va avoir un impact sur l'auto-efficacité. Donc toutes les techniques qui permettent de réguler les réactions émotionnelles élèvent les croyances en l'efficacité de gestion du stress et provoquent des améliorations correspondantes en performance. Ensuite, on va pouvoir jouer sur les opportunités pour inciter à adopter des comportements sains. Les programmes de changements comportementaux gagnent à tenir compte de l'influence de réseaux environnementaux complexes. Et ça, Pascal Ebel nous l'a bien montré, il y a
énormément de facteurs qui vont jouer sur les comportements individuels. Donc l'efficacité des interventions qu'on peut mettre en place, elle va souvent être plus forte lorsqu'on agit à différents niveaux. Alors, le microsystème d'abord, qui représente l'individu avec ses composantes personnelles, génétiques, biologiques, physiologiques, démographiques. Le mésosystème ensuite, qui va prendre en compte les interactions à l'intérieur de la famille, l'entourage, le voisinage, l'école, le travail, les pairs. Et puis le macrosystème qui va englober cette fois des facteurs plus sociétaux, politiques, législatifs et économiques. Alors cette analyse, elle va impliquer que pour être efficace, les interventions de changement social et de changement comportemental, elles doivent dépasser en fait la seule information du public et s'intéresser à l'ensemble des interactions qui pèsent sur les comportements. Alors pour cela, il faut aussi augmenter la motivation individuelle et ça, on va pouvoir le faire en rendant les bénéfices perceptibles immédiatement. Un des principes du marketing social, ça va être de considérer le changement de comportement comme un échange ou un troc. Un comportement est abandonné au profit d'un autre. Alors pour que ça fonctionne bien, il faut que l'individu récupère à l'issue de l'échange quelque chose de plus intéressant que ce qu'il a abandonné. Or, bien souvent, on va se heurter à un horizon temporel qui va être différent. On abandonne un comportement et on abandonne immédiatement quelque chose pour avoir un bénéfice qui viendra peut-être plus tard. C'est le cas quand on arrête de fumer, etc. Donc, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de rendre le bénéfice le plus immédiat possible, le plus perceptible et tangible de manière immédiate, parce que ça va faciliter donc le changement. Et on va essayer d'avoir du coup un système d'offres, de services, de récompenses à court terme pour renforcer ce nouveau comportement. Donc voilà, c'est ce que j'illustre avec la petite balance de Roberval. Il faut que ce qu'on reçoit à court terme soit plus lourd que ce qu'on perd en adoptant le nouveau comportement. Alors, hop là, voilà. Un autre moyen d'augmenter la motivation à changer les comportements, c'est d'augmenter l'attrait hédonique et expérientiel du nouveau comportement. Et là, on sait que l'encodage mémoriel favorable va être amélioré grâce à l'activation neurosensorielle des centres de plaisir. Donc, jouer sur tous ces éléments expérientiels et hédoniques va évidemment inciter et ensuite favoriser l'adoption du comportement. Alors, tout ça est intéressant, mais il faut arriver à le mettre en musique et trouver le bon mix en fait de tous ces éléments. Alors nous, on a un petit moyen mémotechnique pour retenir tout ça. Et on va dire que ce qu'on veut faire, c'est créer un comportement un peu comme un produit. Un produit qu'on doit donc rendre désirable, attrayant, mais accessible aussi à un prix pas trop élevé. Et là, quand je dis prix, c'est le prix économique, mais c'est aussi le prix psychologique, c'est-à-dire les efforts, le temps qu'on va y mettre. Ça, c'est le deuxième P en fait. On a le P de prix. Le troisième P, c'est la possibilité d'y accéder facilement. Donc, c'est-à-dire créer des opportunités d'accès physique, mais aussi d'accès cognitif pour que ça soit rendu facile. On va y ajouter de la communication, c'est-à-dire promouvoir le nouveau comportement, c'est le quatrième P. Et tout ça ne peut être réalisé sans qu'on y associe un grand nombre de parties prenantes ou de partenaires. C'est le cinquième P, c'est mobiliser les partenaires. Une action unique lancée par un seul acteur a généralement peu d'impact. Donc ce qu'il faut généralement, c'est avoir ce qu'on appelle le collective impact, c'est-à-dire associer plusieurs intervenants. Alors pour déployer ces 5 P, il y a une méthode qui existe, qui est en 4 étapes, une méthodologie qui a fait ses preuves, qui est recommandée par l'Union européenne, par un certain nombre d'instances publiques, avec une première étape de conception
qui est la plus importante, où il va falloir bien définir en fait ses objectifs, comprendre sa cible le mieux possible, analyser le contexte, les facteurs d'influence, de manière à pouvoir proposer quelque chose d'intéressant. C'est ce qu'on appelle la proposition de valeur. La deuxième étape, ça va consister à pré-tester tout ça, de manière à pouvoir affiner, l'intervention. Donc il va falloir, avoir des protocoles de test, analyser ces résultats avant de les déployer à, grande échelle ou à échelle normale, on va dire, dans une troisième étape avec des processus classiques d'allocation de tâches, de budget, de suivi. Puis la quatrième étape, elle est très importante, elle consiste à mesurer, comprendre, comprendre ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, pour s'améliorer, et pour pouvoir rentrer dans un nouveau cycle, l'étape suivante en étant, j'allais dire, plus efficace. Donc ces méthodes, sont employées dans différents domaines, et ont montré, leur efficacité, et je crois que ça va permettre de faire une transition justement avec des exemples pratiques. Oui, tout à fait. Merci Marie-Laure. Effectivement, nous allons passer à la partie pratique parce que votre présentation a été parfaitement didactique et vous avez réussi à rendre simple des objets très complexes d'un point de vue théorique, et on sent bien comment le diététicien peut prendre en compte effectivement à quel point ça peut l'influencer et lui donner des idées dans sa mise en pratique professionnelle. Nous allons passer la parole maintenant à Fabien et ensuite à Béatrice, donc tous deux diététiciens. Fabien, je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je suis Fabien Linger, je suis diététicien chef de projet du programme VIF sur Vitré, près de Rennes, depuis plus de 13 ans. Et en fait, vous allez voir que ce que a montré Madame Ebel et Madame Moore, en fait, est beaucoup utilisé par le programme VIF justement pour influencer, modifier et travailler justement sur la façon de manger pour à la fois les enfants et pour les adultes dans un deuxième temps. Donc déjà, on va essayer de multiplier. Oula, excusez-moi, un peu vite. Alors, déjà, ce que c'est que le programme VIF? C'est un programme en fait, national qui a débuté il y a à peu près une trentaine d'années. Nous avons travaillé principalement sur les enfants, puisque c'était le but de travailler initialement sur eux pour réduire la réduction de surpoids et d'obésité, avec deux grands axes importants, qui est à la fois la promotion de l'alimentation diversifiée, l'éducation nutritionnelle, mais aussi inciter à la pratique de l'activité physique et sportive. Et cela, en fait, décliné sous forme de différentes formes, à la fois sur deux axes, le côté scolaire et le côté périscolaire. Donc, initialement, alors, je vais voir si je peux me rapprocher un petit peu. Est-ce que c'est mieux comme ça, au niveau du son? C'est parfait, Fabien. Oui, oui. Ok. Donc, nous sommes partis initialement donc, de 10 villes pilotes ce programme pour arriver jusqu'à maintenant à 262 villes ou communautés de communes en fait intégrées dans ce programme. Il y a bien sûr à chaque fois un chef de projet avec un élu et différentes formations qui sont faites pour les formateurs, pour les gens qui vont accueillir les enfants, pour pouvoir en fait justement leur proposer plein d'activités liées à l'alimentation et l'activité. C'est l'image suivante. Oui, vous avez toujours la main, tout va bien? Hop, normalement, oui. Okay. Oui, c'est bon, ça défile. C'est bon. Donc voilà, et donc en fait le but c'est de toucher un maximum d'enfants. Alors, ce programme en fait bien sûr a été évalué plusieurs fois. L'une principale en fait a été de dès le début voir avec les familles scolaires et le rectorat justement pour pouvoir évaluer, voir l'évolution en fait des enfants au niveau de leur poids, de leur taille, avec l'influence du programme VIF sur eux. Pour la ville de Vitré, par exemple, on avait initialement en 2006 un taux de surpoids d'obésité qui était à peu près de 12%. En 2011, l'évaluation a montré qu'il y avait une évolution pour ces enfants-là, de la grande section maternelle jusqu'en CM2, d'une perte en fait arrivée jusqu'à 7% de surpoids et d'obésité. Alors bien sûr, le but c'est pas de dire qu'il n'y a que le programme, hein, c'est vraiment toute l'influence autour du programme qui a fait qu'on a évolué au niveau de l'alimentaire et donc influencé les enfants. Une autre étude qui a été très importante, c'est celle qui a été relayée dans le BMC Public Health sur 4 ans, sur justement l'évolution des enfants sur 4 villes VIF, pour voir comment ça a évolué, et on s'est aperçu qu'il y avait justement une évolution de 50% de surpoids de ces enfants.
Alors, comme le disait en fait Madame Moore et Madame Ebel, en fait, le but de l'approche du programme VIF, c'est à la fois de comprendre comment les comportements se structurent et donc comment on peut les influencer pour permettre justement au fur et à mesure une modification durable de ce comportement. Donc, sur le terrain, en quoi ça consiste? Le but, en fait, est de faire vivre justement des expériences aux enfants sous forme d'ateliers, aussi bien sur le temps scolaire que périscolaire, comme je disais tout à l'heure, que ce soit des ateliers en fait de dégustation, euh, je dirais de produits laitiers, de légumes, en fait, du côté à la fois visuel, à la fois olfactif, à la fois dégustatif, mais aussi kinesthésie, puisque c'est le but aussi de travailler là-dessus. Travailler sous forme de jeu, puisqu'on sait très bien que ça fonctionne très très bien avec les enfants, que ce soit sur des triels pour suite alimentaire qu'on peut créer sur la vidéo vitrée ou même d'autres jeux. De pouvoir aussi sensibiliser justement les enfants, les professeurs, mais aussi les parents, puisque ben, on est tous parents, mais on l'apprend pas à l'être, on l'apprend sur le terrain. Et plein de choses au niveau de l'alimentation, au niveau des conseils alimentaires, en fait, on l'apprend au fur et à mesure. On l'apprend au fur et à mesure, justement, par le document en fait, que l'on fait avec les enfants, mais aussi qu'on distribue aux parents. Et la troisième chose qui est assez importante aussi, c'est justement former les gens qui sont sur le terrain, que ce soit au niveau de la restauration scolaire, que ce soit au niveau de l'encadrement, je dirais, périscolaire, que ce soit au niveau même des professeurs, puisqu'on travaille beaucoup aussi avec eux justement pour ça, pour influencer, pour travailler sur les enfants, pour changer les habitudes alimentaires, montrer de façon différente. Donc, comme je vous ai dit, le but, c'est de toucher principalement les enfants. Pourquoi? Parce qu'on sait que les enfants, par exemple, enfin, les enfants, un caddie est fait à 70% par ou pour l'enfant. Il fait de l'influence, comme disait Madame Bell, de tout ce qui est publicité, de tout ce qui est comportement alimentaire. Donc, le but, c'est de toucher les enfants pour aller vers les parents. Et donc, le but, c'est vraiment de travailler aussi justement par les enfants, changer les façons de faire au niveau des parents, mais des grands-parents aussi, du fait de tout le monde qui travaille et qui tourne autour de l'enfant. Les exemples d'action. Alors, il est sur 3 priorités. La première, c'est la formation et les rythmes alimentaires. Donc, sur les portions, en fait, on a travaillé beaucoup avec les animateurs pour ça, avec les restaurations scolaires, pour les former sur les portions. La lutte, bien sûr, contre le gaspillage, que ce soit sous forme de comment manger, comment améliorer le menu, comment choisir les aliments pour éviter le gaspillage. Et la troisième, c'est apporter, comme on disait tout à l'heure avec Madame Moore, l'autonomie et le savoir-faire alimentaire pour les enfants, pour influencer toujours les parents. Ça se dispose comment? La première chose, c'est justement l'application des enfants. Alors, l'application se fait sous différentes formes. La première, justement, c'est travailler avec eux sous forme d'ambassadeurs. À la fois pour les commissions de menu, par exemple, on s'est aperçu que l'enfant, bah, tout ce qui va être légumes secs, c'est pas forcément leur truc. Donc, si on mettait par exemple un plat avec simplement des légumes secs, des lentilles, des choses comme ça, il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas mangées, qui étaient jetées. Donc, en discutant avec les enfants dans la commission de menu, on s'est aperçu que, bah, en petite quantité ou mélangé avec d'autres aliments, ça pouvait des fois mieux passer. C'est pour ça qu'on a changé justement les lentilles, au lieu de mettre dans le plat principal, on les a mis en entrée avec des tomates. On s'est aperçu qu'il y avait beaucoup, beaucoup moins de gaspillage. De même, avec les enfants, on a travaillé aussi sur le fait de modifier le menu. C'est-à-dire qu'en fait, avec eux, on prend les menus sur un mois, sur 2 mois, et on voit avec eux ce qui a marché, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont moins aimé. Là, pareil, on adapte en fonction, bien sûr, de l'équilibre alimentaire, d'accord, en fonction aussi de la saisonnalité, puisque ça, c'est important aussi, de comment on peut amener, modifier le menu pour que ça soit plus mangé par les enfants et donc moins de gaspillage aussi. Ça a été aussi justement sous la forme de faire manger aux enfants avec des assiettes, comme disait Madame Moore, sur les différentes tailles. On a fait des assiettes adaptées avec petits mangeurs et gros mangeurs. Ça, c'était intéressant parce qu'on s'est aperçu aussi que bah, lorsque l'entrée, par exemple, était assez importante, bah, certains enfants, du fait de leur appétit ou du fait qu'ils aiment plus ou moins ce qu'il y a dedans, bah, étaient plus enclins à prendre si c'était en petite taille dans l'assiette plutôt qu'en grosse taille. Ça, c'est à jouer. Pareil, on a travaillé pas mal, là, c'était surtout avec le personnel, comment on pouvait aussi adapter justement l'assiette. L'assiette, on sait très bien qu'un enfant comme un adulte, le fait d'avoir l'assiette qui va être, je dirais, donner envie de manger, va beaucoup plus donner justement le fait de manger et de ne pas jeter. Alors, un exemple très simple, hein, nous on a fait, c'est qu'on a eu un des chefs de cuisine qui nous avait demandé du ketchup. Voilà, et ce jour-là, en fait, c'était des pâtes et lentilles. Donc, c'est des choses assez simples, qui forcément n'est pas forcément très attrayant visuellement parlant, même si on prend bien. Ben, en fait, ce qu'a fait la personne à la cuisine, c'était avec le ketchup, il a mis 2 petits coups de ketchup pour faire des yeux et un sourire. Eh ben, c'est tout bête,
mais le fait de donner ça à l'enfant, eh ben, a fait que l'enfant avait le souhait, avait envie de manger, c'était rigolo, c'était amusant, et donc l'a donné beaucoup plus l'envie. Et ça, c'est important aussi. On a travaillé aussi avec eux justement par rapport à tout ce qui est formation, donc justement la restauration scolaire, par rapport à la portion qu'on pouvait donner dans les assiettes. Vous voyez d'ailleurs sur la fiche qu'il y a une fiche là sur les bonnes portions à l'enfant, puisqu'on sait bien qu'un enfant de maternelle ne mange pas les mêmes quantités qu'un enfant de l'élémentaire. Et donc ce genre de formation et de documents sont mis à disposition dans les salles de restauration, forcément en face des gens qui servent, pour qu'il y ait toujours un petit rappel en fonction de l'âge, justement, des quantités qu'on peut donner. Alors, on est bien d'accord que ce sont des quantités qui restent théoriques. Je pense très bien que suivant l'aliment, ça va être plus ou moins fait, mais le but, c'est de s'en rapprocher au maximum. Donc ça, c'est important. On a aussi dans la présentation, comme je disais tout à l'heure, et puis aussi dans l'accueil des enfants, puisque en fait, la restauration scolaire, c'est quand même le seul endroit pour les enfants, justement, de à la fois le midi d'avoir quelque chose d'équilibré et donc qu'ils puissent manger, et surtout le fait de confiance, en fait, dire quand quelqu'un vous dit, bah tiens, voilà, je te mets une petite coquille parce que j'aime peut-être pas trop, eh ben, ça met la personne en confiance pour pouvoir se dire, oui, j'en ai pas trop, je vais manger. Ou à l'inverse, dire, tiens, on a ça qui est comme pour le plat, eh ben, ça serait intéressant que tu puisses en goûter un peu plus, que tu sais que c'est ça, ou que, bah voilà, c'est bon. Avoir le sourire, ça donne toujours envie plutôt de manger. Ensuite, on a travaillé justement pour gérer le gaspillage, principalement aussi sur le fait de pouvoir peser. On avait en fait décidé que certains enfants seraient des ambassadeurs au niveau du gaspillage. Et donc, chaque semaine, on pesait, en fait, jour par jour, les quantités qui étaient jetées. Et le but, c'était justement pour les enfants d'avoir de moins en moins de choses à jeter. Et bien sûr, ceux qui réussissaient au niveau des écoles avaient en fait une petite médaille de non gaspilleur. Donc ça marchait bien aussi de lancer un petit challenge pour eux et d'essayer de faire le mieux possible. Ensuite, au niveau de l'autonomie et du savoir-faire, en fait, le fait de faire goûter les enfants, parce que moi j'interviens beaucoup au niveau des classes et même au niveau des enfants, le fait de les faire goûter avec un groupe, comme disait Madame Moore aussi, ça influence beaucoup l'envie de goûter. Si je prends un enfant, simplement, je leur donne à goûter un peu de poireau cru, qui est piquant, bah, l'enfant ne sera pas forcément enclin à goûter en se disant, tiens, c'est bizarre, qu'est-ce que c'est, même si je vous montre. Si par contre le phénomène de groupe et avoir un copain qui dit, tiens, ah oui, c'est bon, ah tiens, c'est un peu bizarre, ça va inciter de plus en plus l'enfant à vouloir goûter et donc de pouvoir savoir s'il aime ou pas. De même, on parlait de confiance, lorsque je fais goûter ce genre de choses aux enfants, je leur dis bien, le but c'est de goûter, pas de manger. Ce qui fait que s'il n'aime pas, il a le droit de retirer de la bouche et de le mettre dans la poubelle. Et ça aussi, ça influence l'enfant de pouvoir goûter en confiance, d'essayer la curiosité. Et donc de apprendre une certaine autonomie de je peux goûter, je peux essayer de faire et j'y arrive. Et j'ai le droit d'aimer ou pas. Ça, c'est une chose importante. On a fait aussi avec les enfants des ateliers de cuisine. Alors, l'atelier de cuisine se plaçait en deux façons différentes, en deux temps. Le premier, en fait, la préparation d'un plat avec automatiquement des légumes dedans, et de l'autre, un dessert avec des fruits automatiques. Et l'enfant, en fait, faisait automatiquement toute la recette lui-même. Il épluchait, il préparait la pâte et tout. Et le but, c'était que le dessert, ils le mangent sur place. Et par contre, le plat principal, qu'ils en prennent une portion pour faire goûter à leurs parents. Là, on travaille sur l'autonomie et justement le savoir-faire, puisque l'enfant préparait lui-même le plat, savait le préparer sur la recette, le donnait à goûter à les parents, et j'ai même eu des parents qui m'ont dit, on a refait la recette parce que l'enfant voulait faire. Le fait qu'il a fait la première fois avec vous, fait qu'il l'ait fait automatiquement, différemment, refait avec vous aussi, avec les parents. Et ça a influencé pas mal justement le fait de développer l'envie d'aller cuisiner avec maman ou papa certains jours. Et donc renforce le savoir-faire. Fabien, est-ce Oui, qu'on te laisse 2 minutes pour conclure? Est-ce que tu tout à peux fait. bien te rapprocher de l'écran et parler beaucoup plus fort? On a un certain nombre de personnes qui ont du mal à Entendre. bien entendre tout. Donc, si tu peux nous faire une conclusion bien Pas de audible, souci. ce sera parfait. Merci beaucoup, Fabien. Donc, en conclusion, en fait, ce que nous, on a fait sur le temps de classe et préscolaire, c'est d'influencer un maximum les enfants pour essayer de modifier au fur et à mesure les parents dans la façon d'acheter les choses au niveau saisonnalité. On a fait des ateliers justement sur la sensibilisation des fruits de saison. Ça a très bien marché parce qu'en fait, ils ont à la fois goûté des fruits quand ils étaient bien mûrs et ça leur a permis de pouvoir découvrir aussi des fois que acheter trop tôt, c'était pas forcément bon en goût et donc donner l'envie aux parents aussi de dire, ben non, lâchez pas maintenant, c'était pas la bonne saison. On a aussi influencé les parents justement avec ce genre de choses, comme disait Madame Moore, sur le fait de donner aux parents des outils pour savoir faire. Là, par exemple, on a sur le visuel une roue du goûter, ce qui permet de pouvoir aux parents comme aux enfants
d'être autonome et de pouvoir influencer pour ça. Donc le but, voilà, c'était de changer les habitudes des enfants, qu'on en fait au fur et à mesure, pour pouvoir modifier chez les parents. Merci Fabien, merci beaucoup. Je vous en prie. Donc on va passer la parole à Béatrice sur son expérience donc, au sein de la restauration collective à la mairie de Nantes. Béatrice, vous êtes là? Oui, Oui, je vous vois, bonjour, ça y est. bonjour à tous. J'ai simplement pas la main sur mon diapo pour l'instant, mais je pense que ça va venir. Oui, vous allez avoir un message qui vous propose d'avoir la main et il faudra Et activer. voilà. C'est bon? C'est bon, vous avez eu le message? Oui. Sinon, vous retirez non. votre souris vous retirez bien votre souris de Ouais. l'écran collectif là, et vous pourrez avoir le message ainsi. D'accord. Vous me dites quand c'est bon pour vous. Voilà, je l'ai effectivement. C'est bon, c'est vous qui dirigez? Alors, je vous laisse la parole. Bonjour, alors là, non, désolée, je n'arrive pas à contrôler. Voilà, ça va être bon, je pense. On est bon. Parfait. Bonjour. Donc, effectivement, diététicienne à la ville de Nantes. Alors, quelques éléments de contexte professionnel très rapidement. Donc, Nantes, une grosse ville. Nantes, une cuisine centrale en liaison froide, bien sûr, qui approvisionne 89 restaurants scolaires et des engagements de mandat qui sont très ambitieux puisque nos élus souhaitent qu'on ait 75% de produits bio dans nos menus à la fin du mandat et avec une ambition de faire participer le maximum de personnes autour de la mise en place d'une restauration saine et responsable. Alors, moi, je vais vous parler de… Ah, pardon. Hop. Je vais vous parler, non pas des enfants, mais je vais vous parler des adultes qui gravitent autour des enfants. Petit rappel sur la loi Egalim, mais je pense que vous êtes tout au fait de ces items qui concernent l'alimentation, donc lutte contre le gaspillage, au moins 50% de produits durables et de qualité dans nos menus, dont 20% de bio, l'information aux usagers et puis le plan de diversification des sources de protéines avec notamment la mise en place des menus végétariens chaque semaine. Donc, cette loi Egalim, eh bien, elle va être un levier de changement, d'évolution des pratiques en restauration collective. Donc, elle va générer des évolutions à plusieurs niveaux, bien sûr au niveau des achats, au niveau de l'élaboration des recettes, au niveau de l'accompagnement des personnels qui encadrent les enfants et puis au niveau de la participation de nos agents de restauration dans leur quotidien. Alors, pour ce qui est des procédures d'achat, la loi Egalim, eh bien, elle induit bien sûr de repenser le sourcing. Alors, ce n'est pas vraiment la loi Egalim, puisque la loi Egalim, c'est vrai qu'il n'y a aucun item qui favorise les achats locaux. En revanche, nous, au niveau politique, nos élus nous ont demandé de travailler en lien avec les ressources du territoire. Donc, on a beaucoup revu nos façons de travailler le sourcing, d'aller vers la connaissance, une meilleure connaissance des ressources locales et pour favoriser les achats aux petites entreprises locales, eh bien, on a revu de façon importante la découpe des lots dans nos marchés publics. La loi Egalim, c'est bien sûr la diversification des produits, notamment les légumineuses, on en a parlé tout à l'heure, donc une grosse augmentation de la fréquence des légumineuses dans nos menus, donc diversification des produits, donc ça veut dire aller voir dans notre territoire quels sont les produits disponibles en termes de légumineuses notamment, et on a travaillé avec le GAB par exemple pour planifier des semences pour ensuite utiliser des lentilles, en l'occurrence, dans nos menus. On a aussi, suite à la mise en place de la loi Egalim, introduit un nouveau critère dans nos marchés concernant la mise en place d'animations pédagogiques dans nos écoles. Et ça, c'est un critère
qu'on demande à nos fournisseurs, à certains de nos fournisseurs, pour qu'ils soient en capacité soit d'accueillir des enfants dans leur entreprise ou leur exploitation, soit de venir dans les écoles présenter leur métier et les produits. Donc, on le fait avec le fermier qui fabrique les produits laitiers servis à la cantine. On le fait avec un ESAT qui fabrique du pain pour certaines de nos écoles. On a également ce type de partenariat avec un atelier de 4e gamme qui travaille avec des maraîchers locaux. Donc, c'est vrai qu'avec la loi Egalim, on a dû repenser de façon assez importante nos procédures d'achat pour acheter autrement et répondre aux exigences de cette loi. Côté cuisine, bien sûr qu'il faut former nos cuisiniers, puisque l'alimentation végétarienne, pour eux, c'est quelque chose de nouveau, pour beaucoup d'entre eux en tout cas. Mais au-delà de la formation que nos cuisiniers peuvent aller chercher ou recevoir d'organismes comme le CNFPT ou bien d'organismes privés, il est important également de créer au sein de la cuisine centrale un petit service R&D où on va adapter les recettes qui ont été, les techniques, les recettes qui ont été apprises, on va les adapter à notre environnement de restauration. Et là, le diététicien a tout son rôle à jouer puisque nous sommes en lien avec les consommateurs. Quand on est une grosse ville comme la nôtre, les cuisiniers vont très très peu dans nos restaurants scolaires, donc alors que les diététiciens ils sont très présents et font le lien entre la cuisine centrale et les restaurants scolaires. Donc, tout ce travail d'analyse des consommations et donc de la mise en place des nouvelles recettes imaginées par nos cuisiniers. Alors, si on se déplace vers le restaurant scolaire, bien sûr, on a des personnes qui encadrent les enfants le midi. Et ces gens-là, il va falloir aussi les informer un petit peu des changements dans notre contexte réglementaire, mais aussi dans notre environnement politique. Et ça se fait, alors à Nantes, on l'a fait sous forme de petites de formation au volontariat des équipes, mais c'est toujours associé à une visite de la cuisine centrale qui est très prisée par ces gens-là qui ne connaissent pas du tout notre environnement de travail et la cuisine centrale. Et puis, on associe également toujours ces temps de formation à des temps d'échange sur la façon dont les animateurs perçoivent le ressenti des enfants et surtout sur les postures qu'ils doivent adopter dans ce contexte d'évolution très rapide de la prestation alimentaire. Et puis, on a formé aussi les animateurs, pardon. On a formé les animateurs également à la méthodologie de projet alimentaire pour pouvoir mettre en place des animations. Alors là, c'était sur le thème du goûter. Alors vous me direz, le goûter, la loi Egalim n'y fait pas référence, mais le goûter, c'est un temps intéressant pour faire connaître les aliments que les enfants retrouvent à la cantine. C'est ainsi qu'en mettant en place des goûters un petit peu spécifiques, on fait connaître les produits bio qui sont fabriqués dans le département, le fromage qui est proposé à la cantine, les fruits, on parlait de saisonnalité tout à l'heure, et bien c'est l'occasion de parler de saisonnalité des fruits. Le goûter, c'est un temps privilégié. C'est vrai que le midi, on n'a pas toujours suffisamment de temps avec les enfants pour pouvoir leur présenter toutes ces nouveautés dans nos menus. Ensuite, alors là, oui, pardon, les animateurs, et puis il reste bien sûr à la cantine tous nos agents de restauration. Donc les agents de restauration, on a aussi choisi, alors on a des relations très régulières avec eux par l'intermédiaire de visites qu'on fait sur place, par l'intermédiaire d'un système de bonne qualité qu'on reçoit, auquel on répond, à partir desquels on fait des bilans de la façon dont les menus sont appréciés. Mais compte tenu de l'évolution
du contexte réglementaire et politique, eh bien, on a choisi aussi de faire une réunion plénière pour les informer tous en même temps de ces changements. Bon, les réunions plénières, ça ne dure pas 3 jours, hein, on fait une petite réunion de 2-3 heures maximum et on l'associe à chaque fois on les a associés à des ateliers de réflexion pour faire participer nos agents et on leur a posé 2 questions. Comment contribuer collectivement à une restauration saine et responsable et comment favoriser des habitudes alimentaires saines et responsables chez l'enfant. Donc, à partir de ces questions, on a collecté de nombreux avis et on a proposé à certains agents de participer à un dialogue citoyen pour faire émerger ensuite un avis citoyen, mais je vais y revenir plus tard, enfin sur la diapo suivante. Donc, on a donc, alors là, je n'ai pas la main pour bouger, changer de diapo. Et voilà. Alors, la diapo suivante, alors on était au niveau du restaurant scolaire, les animateurs, les agents de restauration. Donc, dans l'école, on a des instances d'échange qui existent déjà, comme le conseil d'école, comme le comité périscolaire, qui est un conseil d'école en fait du périscolaire, comme la commission restauration. Ça, ce sont des instances qui existent depuis très longtemps et par lesquelles on va pouvoir avoir des échanges avec les parents, hein, puisqu'évidemment, tous ces adultes qui gravitent parmi tous ces adultes qui gravitent autour des enfants, il faut évidemment ne pas oublier les parents. Et on voit depuis quelque temps émerger de plus en plus de questions, que ce soit au niveau des conseils d'école, que ce soit au niveau des comités périscolaires, sur notre prestation de restauration. Sur la commission restauration, bon, elle existe depuis de très nombreuses années. On y fait participer tous les acteurs, toutes les personnes concernées, y compris des enfants. Mais depuis quelques années, on a choisi d'expérimenter sa mobilité, c'est-à-dire qu'au lieu de faire une commission restauration toujours au même endroit, eh bien, on l'a fait bouger, on l'a fait changer de lieu à chaque fois dans une école différente, donc avec des personnes différentes, ce qui enrichit beaucoup les échanges au cours de cette commission. Alors, les parents, qu'en pensent-ils? Donc, les parents, on a quelques échanges à travers, comme je l'ai dit, le conseil d'école, le comité périscolaire ou la commission restauration. Mais la ville a choisi de mener une enquête importante en juin 2022 qui a touché 5500 familles et 600 enfants. Qui regroupait des questions autour, bien sûr, de la restauration scolaire, donc les repas en eux-mêmes, mais également l'environnement de la restauration, son accessibilité, donc tout un tas de questions sur la restauration scolaire. Et puis, à l'issue de ce questionnaire, on a demandé évidemment aux familles quelles étaient leurs attentes pour l'avenir. Et eh bien, sur les trois items principaux que nous retrouvons, eh bien, il y a lutter contre le gaspillage, se fournir auprès de fournisseurs locaux et éduquer les enfants à une alimentation saine. Donc, c'est vrai que personnellement, moi, j'ai été assez surprise de l'importance de ces critères pour les familles, mais finalement, eh bien, on retrouve les critères de la transition écologique et de l'alimentation saine. Donc, les 2 critères qui motivent notre travail quotidien, à la fois la nutrition et puis l'environnement. Donc, à l'issue de ce questionnaire, eh bien, on a proposé aux familles de participer à un dialogue citoyen dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc, on a une quarantaine de familles qui travaillent et qui essaient de répondre à 2 questions qui sont comment éduquer à une alimentation saine et responsable à l'école, et à quoi pourrait ressembler une restauration scolaire plus participative. Donc, on a à la fois le thème de l'éducation, hein, sur lequel on compte sur les familles comme les professionnels pour nous orienter vers quelques pistes, et le thème de la participation. Et c'est vrai que sur cette thématique de la transition écologique, on sent que dans la mesure où c'est un thème de société qui concerne tout le monde, eh bien, on sent que les gens ont envie, y compris les enfants, ont envie de participer à ces changements.
En conclusion, bon, moi je dirais que grâce à la loi Egalim, eh bien, on a une dynamique de changement rapide qui est extrêmement enrichissante pour tous, y compris pour nous, évidemment, les diététiciens, et qu'il faut saisir l'opportunité de la concertation, de la participation, du dialogue, même si quelquefois ça nous bouscule dans notre confort, dans notre quotidien, dans notre façon, dans nos missions. Mais l'enquête qu'on a menée montre bien que les personnes sont, les parents sont et les professionnels ont envie de participer à ce défi. Les limites qu'on peut citer quand même, c'est justement cette vitesse de changement met à mal un petit peu les scientifiques qui ont une autre temporalité dans leurs études. Et on manque de références scientifiques parce que beaucoup font débat et on n'est pas toujours très à l'aise par rapport à des questions ou des contestations de nos personnels ou des parents. Et puis, bien sûr, on attend le texte réglementaire, notamment l'arrêté qui nous permettrait peut-être, enfin on l'espère, d'avoir des éléments plus concrets pour mettre en place la loi Egalim, enfin la transition écologique dans nos menus. Et puis en tant que diététicien, eh bien, on est toujours un petit peu mal à l'aise. C'est mal à l'aise, c'est un petit peu fort, mais il est toujours un petit peu difficile de trouver la juste proportion entre la nutrition, qui est le cœur de notre métier, et cette responsabilité environnementale que nous avons tous. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Béatrice, pour cette conclusion et effectivement qui remet bien au cœur de ce webinaire. Je pense ce qui est un constat qui est partagé par beaucoup de diététiciens, d'articuler effectivement la nutrition à tous ces changements qui s'offrent à nous, qui s'imposent à nous. On va passer à une courte période questions-discussions. Vos présentations ont été passionnantes, très claires et en même temps très, très, très riches. Donc, ce n'est pas toujours évident d'avoir tout de suite des questions qui émergent. Néanmoins, il y en a quelques-unes. Alors, on va essayer de... je vais demander à tout le monde de se reconnecter dans la mesure du possible des capacités Internet de chacun, si c'est possible, afin de répondre aux questions. Pascal, si vous êtes toujours avec nous également. On peut commencer donc peut-être par, dans l'ordre des présentations, ça peut être intéressant. Pascal Hébet, je pense que vous avez également eu accès vous-même aux questions. Est-ce qu'il y avait notamment une surprise, le fait que les fruits et légumes ont tendance à baisser, donc, comme vous expliquiez, du point de vue de l'inflation qui impacte notamment les fruits et légumes, alors qu'on est dans une grosse problématique de végétalisation de cette alimentation. Et en plus, au niveau nutritionnel, en tant que diététicien, on ne peut que regretter ce qui était déjà difficile parfois de faire manger des fruits et légumes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Notamment, est-ce que les légumes secs sont comptabilisés dans ces chiffres? Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu plus sur ces données? Alors, en effet, les données que j'ai données, ça vient des panels, donc de Kantar. Donc, c'est ce qui est vendu dans la grande distribution. Et dans les fruits, donc il n'y a pas les graines, les fruits secs. Et dans les légumes, non, il n'y a pas les légumineuses, c'est des légumes frais. Et pour l'instant, c'est vrai qu'on manque de données en fait sur la réalité de ce qui change dans les régimes alimentaires. Il n'y a pas de données d'enquête de consommation alimentaire telle que ça existait. On est en train d'en monter une nouvelle qui sera effective sur 2023-2024, mais pour l'instant, on n'a pas de résultat. Donc, c'est compliqué pour l'instant de savoir exactement ce qui s'est passé, tout en sachant qu'avant Covid, on avait eu une amélioration du suivi des recommandations des 5 portions de fruits et légumes. Et en effet, ça avait augmenté significativement. Donc là, on aurait peut-être un retour en arrière.
parce qu'il y a ces contraintes de budget, en sachant que les prix des fruits, des légumes surgelés sont quand même en forte hausse relativement à l'inflation générale de l'alimentation. Oui, effectivement, le Covid plus l'inflation viennent transformer, impacter complètement ces consommations. Dans cette question de la végétalisation, qu'en est-il plus précisément de la consommation de viande? Il y avait une réaction, peut-être les données n'ont pas été totalement bien comprises par rapport à l'évolution de la consommation de viande. On est sur une baisse, donc une population qui a tendance à suivre cette végétalisation, cette démarche en France. Est-ce qu'il y a des préférences, est-ce qu'il y a des viandes qui baissent plus significativement que d'autres, la viande rouge par exemple? Est-ce qu'il y a des switches d'un type de viande à l'autre? Est-ce qu'on peut prendre le temps de détailler un peu plus à ce sujet, Pascal? Alors, dans les chiffres qui existent, c'est ceux qui sont reconstitués avec des données économiques, hein, donc toujours avec ce petit bémol que ce n'est pas de la réalité de consommation alimentaire d'ingestion avec les marchés intérieurs. Donc, c'est France Agrimaire qui produit ces données. Donc, le marché intérieur, en fait, on prend ce qui est importé et on enlève ce qui est exporté et on ajoute ce qui est produit sur le territoire français. Donc, dans ce qui est donné, c'est qu'en effet, ce qui baisse le plus, alors ça, si on prend un recul beaucoup plus long, c'est toujours la viande rouge qui baisse plus significativement. On était de l'ordre de 14% une vingtaine d'années, donc ce n'est pas énorme. Et ce qui se maintient, c'est plutôt les charcuteries qui baissent peu. Et puis, donc structurellement, sur de longues années, les viandes blanches qui se maintiennent plus facilement. Et là, par contre, ça fluctue en ce moment entre les grippes aviaires qui font augmenter les prix du poulet et le prix du porc. En fait, hein, il y a une substitution entre porc et poulet selon les évolutions des prix. D'accord, donc le paramètre majeur, c'est l'évolution des prix, quoi qu'il en soit. Ouais. D'accord. Ensuite, on avait peut-être, je reviens sur cette question, alors il n'y en a eu qu'une dans ce sens-là, mais je pense que c'est important de clarifier sur la notion de représentation, de perception du sain, de healthy. Qu'est-ce que les gens mettent, est-ce qu'on sait ce que les gens mettent derrière cette notion de healthy, pour laquelle ils ont a priori une véritable aspiration, et notamment les quid des fast-food par rapport à cette perception du healthy. Ça peut être, est-ce qu'on est dans une opposition totale? Est-ce qu'on en prend parce que c'est le moins cher tout en sachant que c'est pas healthy? Ou est-ce qu'on cherche du fast-food healthy? Comment on en est par rapport à tout ça? Alors, en ce qui concerne ce que les gens mettent derrière le sain, il y a vraiment une différence entre les différents pays. Hein. Quand on regarde avec des méthodes sur les représentations, on voit bien qu'en France, on a une particularité, c'est qu'on associe beaucoup le sain au naturel. Donc ça, c'est un petit peu comment on imagine les choses. Alors, pourquoi le naturel, hein, c'est parce qu'il y a une remise en cause avec les questions écologiques de nos croyances, hein, qui étaient de penser que l'homme était au-dessus de la nature, et donc on remet en question complètement ça, donc on voudrait revenir à une nature d'origine. Et donc, dans ce que les Français entendent par sain, c'est vraiment lié à ça. Donc, c'est pour ça qu'en ce moment, il y a évidemment l'inverse, hein, c'est ce qu'on combat, c'est le transformé, et ce qu'on combat, c'est tout ce qui est chimique. Dans la réalité des choses, c'est vrai que quand je vous ai dit qu'il y avait une hausse des fréquentations du fast-food en France, c'est que derrière le fast-food, il y a de plus en plus de fast-food justement healthy. C'est vrai que c'est ça aussi qui progresse, mais ce n'est pas pour autant que les autres fast-food plus classiques n'augmentent pas, ils augmentent aussi. Hein, donc il y a évidemment différentes populations, et j'insiste sur ça, hein, il y a quand même ce qu'on appelle une polarisation dans la société, qui est qu'on a ces populations qui tirent vers les leaders d'opinion, ce qu'on entend dans les médias, donc il fait beaucoup de bruit médiatique sur ce qui est healthy, hein, au sens des pokeballs, tout ce qui est à la mode, ce que je vous ai montré, qu'on voit sur les réseaux sociaux. Et puis, une autre partie de la population qui n'est pas du tout dans les mêmes choix. Et ça, il faut comprendre qu'il y a des catégories de population qui sont très éloignées et qui n'ont pas du tout changé dans leur façon de vivre leur alimentation. Ils sont comme ce que vivaient les générations il y a une trentaine d'années. Et eux continuent d'avoir envie de manger de la viande et d'aller manger des hamburgers, quoi, en fait. Ça n'a pas bougé. Et Oui. quand même, on est dans un moment où il y a un écart important entre ceux qui veulent sauver la planète
et ceux qui veulent sauver la fin du mois. Hein. Enfin, Oui, alors c'est là que effectivement la présentation de Marie-Laure ouais. nous informe aussi sur comment aborder ces individus. Alors peut-être moins par l'éducation, vous disiez Marie-Laure, mais peut-être plus dans un accompagnement justement avec les outils du marketing social. Et la question qu'on pouvait se poser un peu, faire un pied de nez un petit peu, hein, mais ça peut être intéressant de... est-ce que du coup, comme on passe pas par l'éducation, on n'est pas forcément dans une démarche de prise de conscience. Alors, on va travailler sur quoi chez ces personnes? Et une fois, si on arrive à les accompagner vers, par exemple, du fast-food healthy, alors bien sûr, il y a le paramètre de prix, mais avec le marketing social, on peut peut-être arriver à autre chose, en prenant l'exemple du fast-food social. Mais comment on fait en sorte que ces transformations restent durables si elles ne sont pas accompagnées véritablement d'une prise de conscience? Vous voyez ce que je veux dire? Absolument. Ouais. Non, mais ce sont d'excellentes questions auxquelles on n'a pas une réponse unique et une recette, j'allais dire, pour faire un clin d'œil à tous les diététiciens là, qui nous regardent, une recette à appliquer. La démarche, c'est effectivement de ne pas mettre tout le monde dans le même panier. Donc, c'est ce qu'on appelle la segmentation. C'est faire un peu des groupes de consommateurs qui vont se ressembler entre eux. Et puis, voilà, les groupes sont distincts les uns des autres. Donc, ça s'appelle la segmentation. Le but n'est pas du tout d'exclure des gens de certains programmes, mais d'être plus pertinent dans ce qu'on va leur proposer. Alors, en effet, pour ces groupes qui sont toujours dans une consommation, j'allais dire, enfin, qui n'ont pas du tout entamé de transition alimentaire, l'éducation peut marcher quand même, hein, il ne faut pas du tout abandonner sur ce plan-là. Maintenant, ça va être l'accompagnement, vous avez raison Emmanuel, ça va être en fait augmenter les opportunités de changer. Donc c'est restructurer un petit peu l'environnement, donner plus d'occasions, de facilités, de possibilités, de tester, de goûter, de changer un peu son point de vue. Donc c'est avoir une offre, hein, effectivement, qui est diversifiée dans les lieux qui sont fréquentés, notamment par la population. Ça va être aussi jouer sur les normes sociales. On sait que ça compte beaucoup, hein. Je parlais de l'apprentissage vicariant, c'est-à-dire on fait par imitation des autres, hein. On est tous un petit peu sensibles aux tendances. Donc, cette population-là, elle peut être aussi assez sensible au fait que, bah, voilà, il y a un peu pas des leaders d'opinion, mais en tout cas des personnages influents qui adoptent des nouveaux comportements. Et ça va casser peut-être certaines représentations qui façonnent beaucoup les comportements. Donc, c'est vrai que voilà, la viande rouge, ça reste quelque chose de très marqué symboliquement, très masculin, etc. Bon, il y a certainement des moyens de faire évoluer ça et de préserver, j'allais dire, l'identité masculine de certains consommateurs tout en leur faisant manger autre chose que du steak d'égout bien saignant. Donc, moi, je pense ouais, voilà. Je pense que c'est en travaillant voilà, sur les opportunités qu'offrent les différents contextes de consommation que ça peut passer, mais encore une fois, sans abandonner l'éducation. Il y a toujours des choses qui rentrent, hein, ça prend du temps. Et puis, vous l'avez dit, hein, la réglementation, elle va aussi jouer un rôle très important. Alors, pas directement sur les personnes, mais une réglementation qui oblige, par exemple, des points de vente ou des points de restauration à enrichir leur offre avec certains produits, c'est donner l'opportunité à des populations qui qui font pas la démarche par eux-mêmes, d'avoir accès à ce type de population. Donc, encore une fois, je pense que c'est une alliance un peu intelligente des 3 leviers, l'éducation, le marketing et la réglementation, mais qui passe par voilà, une connaissance fine des populations. Comprendre voilà, ce qui façonne leurs habitudes, comprendre leur résistance, se mettre à leur place
être en empathie pour justement ne pas être dans l'injonction alimentaire de ça c'est pas bien, ça c'est bien, mais pourquoi les gens mangent tel qu'ils mangent à un moment donné. C'est là que réside généralement la clé, l'explication, et qu'on va trouver les petits déclics. Oui, tout à fait. Et donc là, on a vraiment abordé, grâce à Fabien et à Béatrice, plutôt une approche au niveau des collectivités, hein, de l'insertion dans ces problématiques au cœur de la restauration collective, donc du collectif. Mais il y a toute une partie aussi du travail du diététicien qui va certainement s'inspirer beaucoup plus de la segmentarisation dont vous parlez, quand le diététicien est face à un individu dans son univers très particulier, avec son histoire, etc. Et c'est sans doute là un challenge important pour lequel nous aurons certainement, alors soit un webinaire, soit sous forme de podcast, des informations sur ce sujet, avec effectivement des experts qui viendront plus particulièrement évoquer ces questions. Alors, je ne peux pas prendre effectivement toutes les questions qui sont avec le temps qui nous est imparti. Je voulais savoir si Béatrice et Fabien voulaient ajouter quelque chose par rapport à peut-être le fait de se confronter à ces modèles théoriques et puis toutes ces informations un peu macro qui sont données par Marie-Laure et Pascal Ebel. Comment vous pensez que donc, le diététicien peut se saisir de ces informations? Est-ce que vous-même, vous allez pouvoir en tirer des choses concrètes dans votre application professionnelle? Si vous avez des choses à ajouter, Fabien et Béatrice, peut-être, à ce sujet. Laisse Béatrice répondre en premier. D'abord. Oui, moi, effectivement, j'ai été très, très intéressée par l'exposé de Marie-Laure parce que ce sont des outils qui peuvent être très, très utiles pour mettre en place un accompagnement de nos personnels, parce que c'est vrai que la loi a imposé des changements qui ont été très rapides et pour beaucoup parmi les adultes qui accompagnent les enfants, c'est pas toujours simple de trouver les moyens de faire évoluer leur façon de voir les choses. Alors, c'est vrai que avec la loi Egalim, on a d'un côté le repas végétarien sur lequel on a vraiment du mal on a des difficultés à faire adhérer, et on a quand même ce plus des produits de qualité qui permet de contrebalancer. Et c'est vrai que l'histoire de la balance que vous avez présentée tout à l'heure m'a fait penser à ces items de la loi Egalim qui nous permettent effectivement de faire passer la pilule en quelque sorte. Oui, il faut accompagner le changement de mentalité avec là, pour le coup, une loi qui devance un petit peu ces changements comportementaux. Fabien, un mot également à ajouter peut-être? Alors, je reviens par rapport à ce que disait Mamour, justement, oui, le fait d'influencer. Plus près de l'écran, Fabien, pour qu'on vous entende bien. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui. C'est mieux ou pas? Oui. Alors, je disais par rapport à ce que disait Mamour, justement, le fait d'inclure le marketing social, nous, dans les formations qu'on fait pour les périscolaires, pour les chefs de cuisine ou même les personnes qui servent, fonctionne, change les mentalités de comment on serve les gens, fonctionne sur les enfants du fait de l'affluence, de pouvoir goûter, de pouvoir tester, comme elle disait, pour pouvoir améliorer, ouvrir l'éventail et même pouvoir ouvrir sur les parents. J'ai toujours moi l'idée d'un parent qui m'a dit: «Oui, mon gamin, de toute manière, il aime que les crêpes dessert, il n'en mangera pas autre chose, il prend que ça». Je passe dans sa classe, on fait l'intervention et je dis pas à l'enfant de ne plus manger de crème dessert, je dis simplement qu'un jour sur 2, qu'il change avec un yaourt normal, un yaourt, aromatisé ou un yaourt, je dirais aux fruits, et je croise le parent et l'enfant au magasin et là, l'enfant me montre, tout content: «Ah, tu as fait bien, après l'intervention, tu as vu, maintenant je prends aussi des yaourts aux fruits». Et en fait, le fait de juste d'avoir parlé, le fait de me voir tous les ans, de les faire évoluer à chaque fois au niveau de la grande section jusqu'en CM2, montre l'influence qu'on a justement sur les choix de l'enfant, sur les choix des parents. Je reviens à une chose sur ce que disait madame, Buteau-Sauger, par rapport aux produits végétariens. Nous, le choix qui a été fait en fait, à la cuisine centrale de Vitré, c'est qu'initialement, on était parti sur justement, faire différents produits avec, dedans des, légumes secs, des choses comme ça, et on s'est aperçu que ça ne passait pas du tout auprès des enfants.
Donc, ce qu'on a fait comme choix, c'est prendre des plats que les enfants connaissaient et de les modifier complètement de façon végétarienne. Que ce soit des couscous végétariens, des chilis végétariens. Et en fait, on s'aperçoit que c'est des plats que les enfants déjà connaissent de base, apprécient, plus ou moins bien sûr, mais apprécient fortement par rapport à quelque chose qu'on pourrait représenter simplement en légumes secs. Et le fait de les présenter différemment, mais sur une base de ce qu'ils connaissent, de ce qu'ils aiment, permet justement de les faire goûter, de les faire apprécier plus les plats végétariens. Oui, réemployer la notion de simili, hein, essayer Complètement. de garder un cadre que les enfants puissent reconnaître et effectivement, tranquillement, arriver à avoir d'autres aliments proposés. Merci beaucoup Fabien pour remettre voilà, un peu de concret aussi, c'est important dans notre réflexion. Mais écoutez, je pense que c'est le moment de nous quitter, mais voilà, on aura une poursuite avec un prochain webinaire donc, qui sera annoncé en septembre, dont la thématique sera également annoncée en septembre, qui aura lieu fin octobre et début novembre. D'ici là, vous pourrez faire vos petites révisions et revoir nos replays sur le site, parce que je pense qu'il y a des notes à prendre, il y a vraiment des choses qu'on peut, il faut prendre le temps de vraiment se les approprier. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers la FDN également, si les questions viennent plus tard. Je vous remercie au nom de la FDN, on vous remercie tous, tous les participants déjà pour avoir donné de votre temps pour l'alimentation durable ce matin. Et je remercie également tous nos participants. Nous allons donc clôturer ce webinaire. Très bonne fin de journée à tous et à bientôt.